les facteurs de risque de l'obésité, il y en a 2, c'est la génétique. Celle-ci, malheureusement, on peut rien faire. Et l'autre côté, l'environnement dont tu parles, l'alimentation, oui, c'est un moyen sur lequel on peut agir, bien sûr. Alors, si on regarde sur les réseaux, on parle de régime cétogène, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui, dans le temps, ne tiennent pas, en fait. D'accord? C'est trop restrictif. En 2023 et 2024, les aliments, en fait, qu'on montre le plus maintenant du doigt en nutrition, c'est les aliments ultra transformés. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Je suis un peu obsédé par la longévité en ce moment. Je suis en train de lire à ce sujet un livre qui s'appelle Outlive de Dr Peter Attia, qui est à la fois terrifiant et encourageant. Terrifiant par les impacts directs entre notre hygiène de vie au quotidien et les maladies comme le diabète type 2, insuffisance cardiaque, cancer, maladies neurodégénératrices qui réduisent le plus drastiquement notre espérance de vie. Encourageant aussi par les effets durables qu'un changement dans nos comportements peut apporter à notre qualité de vie, même quand ils sont pris tard. Quelles sont les relations entre l'alimentation et ces maux du siècle qui nous font mal vieillir et quels moyens mettre en œuvre pour renverser la vapeur? C'est ce qu'on va voir avec Dr Catherine Taramindi aujourd'hui sur le podcast. Catherine est médecin nutritionniste et spécialiste de l'obésité. Catherine est aussi auteure de livres sur le lien entre l'obésité et l'alimentation et une fidèle auditrice du podcast, comme quoi il y a de la ressource dans la communauté. Au fil de la conversation, on verra quel est le rôle de l'obésité dans l'apparition des maux les plus fréquents et les plus destructeurs pour notre santé aujourd'hui. Quel est l'intérêt des régimes? Comment adopter un nouveau comportement alimentaire? Quelle relation entre quantité et qualité de la nourriture ingérée et entre sommeil et alimentation aussi? Comment savoir si on suit la bonne trajectoire et quels sont les premiers signaux d'alerte à observer? Encore un épisode des Investisseurs 4.0 qui te permettra de repousser un peu plus loin ta longévité en bonne santé. Avant de démarrer, un mot de remerciement à Amy pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast cette semaine. Merci à toi Amy. Si toi aussi tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner et si tu peux rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me donnera vraiment de la motivation pour continuer à te donner le meilleur contenu ici. Sur ce, on démarre notre conversation sur la nutrition avec Catherine. C'est parti. Salut Catherine, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Paco. Merci beaucoup d'être là. J'ai hâte de parler avec toi de nutrition parce que on fait de temps en temps des épisodes un peu, comme on en parlait, un peu plus dev perso, bien-être et qui sont importants aussi dans la vie de l'investisseur. Et donc, c'est cool de pouvoir évoquer ça en plus de peut-être ton parcours d'investisseur, parce que tu nous as connus un peu comme ça. Avant de lancer la conversation, est-ce que tu peux peut-être te présenter justement aux personnes qui connaissent pas encore? Bien sûr. Bon, alors, tout d'abord, merci de m'avoir invitée ce matin. Alors, moi, je suis Catherine Tamarindi, je suis médecin nutritionniste installée en libéral maintenant depuis 13-14 ans. Je m'occupe en fait de la prise en charge des patients qui sont porteurs de surpoids et d'obésité. Je les accompagne dans leur parcours, notamment également de chirurgie bariatrique. Je suis membre de différentes associations de médecins, la Société française de nutrition, la FERO, la FNAM. Je suis également membre du conseil d'administration de la Ligue contre l'obésité à Montpellier. Et comme tu le sais, j'ai également écrit plusieurs petits livres de recettes, mais surtout un livre sur la prise en charge de l'obésité, Opération Obésité, voilà, qui permet aux patients de savoir à quoi se préparer quand ils se lancent dans ce parcours. Top. Et du coup, tu nous avais connus sur l'atelier live parce que tu investis aussi également en immobilier. Et donc, c'est la force de la communauté, c'est cool. Écoute, moi, je voulais parler avec toi du lien qui est un peu une obsession chez moi un petit peu de plus en plus, c'est ce lien de la durabilité, tu vois, du corps humain, la longévité, enfin la façon de vivre pas forcément plus longtemps, mais mieux. Bien pendant longtemps en fait. Peut-être parce que j'ai dépassé la quarantaine que je me pose ces questions-là. Et c'est vrai que la nutrition, c'est un aspect essentiel à ça, et je voulais explorer avec toi justement de quelle manière et sous quel angle en fait la nutrition peut aider.
dans les maux qui peuvent qui peuvent commencer à nous atteindre au Moyen Âge, quand on arrive à un certain âge, et voir, voilà, avec toi, pour comprendre un peu mieux aussi, prendre en main la nutrition et les aspects, voilà, pas utiliser juste les aliments comme des choses voilà, qu'on est obligé de manger comme ça, mais aussi pour le faire de façon intelligente, pour construire, voilà, de la durabilité, de la longévité dans le corps. Donc c'est un peu le thème que je voulais discuter avec toi. Et peut-être dans un premier temps, alors je sais pas si tu trouves que c'est pertinent, hein, tu me diras, mais je pensais qu'on pouvait peut-être essayer de comprendre la relation. Enfin, il y a beaucoup de maladies. Enfin, moi j'en ai identifié 3 ou 4 qui sont essentiellement, dont on parle de plus en plus, qui sont voilà, diabète, insuffisance cardiaque, cancer, et puis Alzheimer, tout ça. Et puis il y a obésité également, en fait. Est-ce que tu pourrais nous aider à peut-être faire un lien entre tous ces mots-là? Qu'est-ce qui se dérègle, en gros, pour simplifier, dans notre corps? À quoi il faut faire attention? Voilà, c'est un peu une grande question, mais si tu peux nous aider à nous orienter globalement sur ces choses-là. Bien sûr, alors comme tu disais, c'est un domaine qui est, très, très vaste. Alors si on veut, essayer de comprendre un petit peu les choses, je pense que ce qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'obésité, en tout cas dans les dernières études, le surpoids et l'obésité, ça commence en France, on est quand même à 17% de personnes qui sont obèses à l'âge adulte, heu plus de 30% qui sont en surpoids. Donc finalement, la moitié de la population française est en surpoids, en obésité. Donc c'est vraiment une maladie, c'est décrit maintenant par l'OMS comme une maladie à laquelle il faut s'intéresser. Et notamment, c'est ce que tu essayes de dire, je pense, c'est le côté préventif en fait de cette maladie. Comment essayer d'agir, déjà peut-être dans l'enfance et ensuite un petit peu plus tard à l'âge adulte. Parce que voilà, tu dis 40 ans, mais c'est effectivement dans ces eaux-là, après 35 ans, que les pathologies commencent à arriver. Et effectivement, le seul moyen qu'on ait d'agir, c'est la nutrition. C'est le côté, notre façon de vivre, notre façon de manger, notre façon de se comporter par rapport à l'activité physique. Les facteurs de risque de l'obésité, il y en a 2, c'est la génétique. Celle-ci, malheureusement, on peut rien faire. Et l'autre côté, l'environnement dont tu parles, l'alimentation, oui, c'est un moyen sur lequel on peut agir, bien sûr. Et alors, enfin, toi, ta spécialité, c'est l'obésité, hein, tu le disais en introduction. Est-ce que, et on va en parler, hein, vraiment en détail plus de ça aussi, mais est-ce que il y a, est-ce qu'il y a des liens entre l'obésité et peut-être les autres maux également, voilà, diabète, alors cancer peut-être pas, mais insuffisance cardiaque ou même troubles neurodégénérateurs? Euh, Oui, oui. En fait, quand on parle de l'obésité, c'est la maladie finalement la plus mortelle dans le monde aujourd'hui par ses complications. La première cause de mortalité en France, ce sont les AVC et les infarctus du myocarde, donc tout ce qui va être maladie cardiovasculaire dont tu parles. Et le lit, c'est l'obésité. Quelqu'un qui est obèse va augmenter fois 2, fois 3 son risque de développer un infarctus ou un AVC. Tu parlais des cancers, oui, oui, l'obésité, le surpoids sont des facteurs de risque pour développer des cancers de l'utérus, des cancers du sein, des cancers du côlon. Et le diabète, c'est le fléau, on va dire, de ce siècle. On a plus de 4 millions de personnes en France qui sont diabétiques de type 2. C'est le diabète qui est le plus important, qui lui-même va être ce facteur de risque cardiovasculaire euh, chez les patients. Et quelqu'un qui va être en diabète de type 2, la plupart du temps, ce qu'il va présenter physiquement, c'est ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est cette obésité abdominale, ce tour de taille élevé. Et de cette obésité-là en découle donc le diabète, mais également la tension, le syndrome d'apnée du sommeil, la stéatose hépatique, ça on en parle de plus en plus, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais c'est ce foie qui est gras. Et effectivement, l'évolution, c'est la cirrhose et le cancer, comme l'alcool en fait, hein. Mais avec ce côté, la chance qu'on a, c'est qu'à un certain stade, dans l'obésité, dans le surpoids, ces maladies-là sont réversibles. C'est-à-dire que si on n'est pas encore rentré dans une phase d'obésité avec résistance à la perte de poids où tu peux plus perdre de poids, si tu arrives à faire perdre du poids de façon optimale à ces personnes, notamment au niveau du tour de taille,
le diabète peut régresser, on peut repousser la prise de médicaments, on peut améliorer aussi le foie, donc il peut se détoxifier, comme on dit, hein, d'accord, et limiter toutes ces pathologies, donc augmenter son espérance de vie. C'est ce que tu me disais au départ, en fait, c'est améliorer sa qualité de vie, oui. En étant moins malade, en prenant moins de médicaments, automatiquement, on vit mieux et voilà, de façon plus longue. Et il n'y a pas que l'alimentation, il y a le côté aussi sédentarité, l'activité physique, euh, très important aussi pour limiter toutes ces pathologies, bien sûr. Et l'obésité, l'expliquerais comme du coup le symptôme de d'autres maux comme ça, ou est-ce que c'est plutôt justement l'origine? C'est l'œuf ou la poule. En fait, voilà, tu as la partie génétique qui va faire que tu es plutôt prédisposé à prendre très vite du poids. Donc, je sais pas, il y a beaucoup d'études, par exemple, sur les jumeaux qu'on aurait mis sur 2 continents différents avec une alimentation différente. La prédisposition génétique, elle est présente, mais elle est, favorisée par ce que tu vas manger et la façon que tu vas avoir de te comporter par rapport à l'activité physique. Mais donc, est-ce que c'est le fait d'être obèse qui fait que tu vas devenir diabétique de type 2? Oui, mais c'est pas parce que tu ne deviens pas obèse que tu ne développeras pas, pardon, le diabète de type 2 par l'âge également. Le fait que tu vieillisses, le vieillissement cellulaire fait que comme tu étais prédisposé, ce sera peut-être plus tard, mais tu risques de le développer quand même. Ça marche. Le diabète, donc c'est le fait que le sang, que le glucose ne pénètre plus dans le sang, ou c'est le contraire? Alors en fait, c'est le diabète de type 2, c'est 2 choses. Tu as, le fait en fait que tu développes ce qu'on appelle une insulinorésistance. C'est-à-dire que c'est grosso modo le pancréas, c'est le seul organe que l'on a qui va, sécréter de l'insuline, et l'insuline, c'est la seule hormone qui est capable de faire diminuer le taux de sucre. À partir du moment où, tu développes un diabète de type 2, souvent c'est que tu as développé en fait ce qu'on appelle la graisse abdominale, donc toute la graisse au niveau du ventre, qui est en fait un reflet de la graisse qu'il y a autour des organes et notamment autour du pancréas et du foie, qui sont les 2 organes qui sont importants, pour, améliorer en fait le métabolisme du sucre. Le pancréas a du mal à fonctionner, les autres organes répondent plus parce qu'ils sont aussi pleins de graisse et le taux de sucre à ce moment-là va plus rentrer dans les cellules. Effectivement, l'insuline marche plus très bien, c'est l'insulinorésistance et à ce moment-là, le taux de sucre augmente et on a des normes en fait au-dessus d'1,26 de glycémie à jeun, on est dit diabétique de type 2. D'accord. Donc au final, ouais, ce qu'on veut aider à faire, ce que le corps continue à faire, c'est, à bloquer le sucre, voilà, enfin apporter le sucre dans le sang. C'est ça, à continuer à le faire rentrer de façon optimale dans les organes, puisque le sucre, c'est notre carburant, en fait, hein, d'accord? On peut pas, on peut stocker le sucre, c'est la forme de stockage du sucre, c'est le glycogène, pardon, et on est assez limité dans le stockage du glycogène. C'est à peu près 400 milligrammes, c'est pas grand-chose et on l'utilise très vite comme un carburant, en fait, hein, d'accord? Et en fait, quand il s'accumule par contre dans le sang sans rentrer dans les organes, c'est là qu'on a toutes les complications en fait du diabète. Par exemple, une cellule cancéreuse adore le sucre. Quand on fait un PET scan, c'est un examen en fait, c'est un scanner qui recherche des foyers cancéreux pour voir si on a des cellules cancéreuses ailleurs dans le corps. On injecte du sucre. Et à ce moment-là, en faisant le scanner, on voit les foyers de cancer. Donc en fait, c'est ce sucre qui s'accumule ailleurs que dans les organes, qui fait qu'on a ces complications, les AVC, les infarctus, la stéatose hépatique, l'hypertension, voilà, tout ce qui en découle en fait, hein. D'accord. Donc le sucre dans les organes, c'est normal, ça fait partie du schéma classique. En revanche, le problème, c'est quand il s'accumule ailleurs, quoi. C'est ça. Et même dans les organes, quand il est plus bien utilisé, en fait, ça va faire qu'il est relargué de façon anormale. Et à ce moment-là, on a cette accumulation qui n'est pas bonne. Et quand tu parlais du sucre dans le sang et notamment, on peut comprendre aussi pourquoi aussi ça peut impacter à la fois, le cœur et puis le cerveau, parce que c'est l'irrigation, le sang est vraiment partout dans le corps Tout humain. à fait, tout à fait. Tous les autres organes qui vont en découler, effectivement, vont être attaqués, on va dire, par cet excès de sucre qui est plus réintégré de façon normale. Parce qu'on parle aussi, tu sais, beaucoup dans, on va dire, les principaux, objectifs, de tout ce qu'on va parler en fait pour s'améliorer, améliorer son bien-être, sa nutrition, c'est la capacité du corps à faire du métabolisme.
Donc si je comprends bien, à briser en fait tout ce qui rentre dedans avec les aliments, et séparer ce qui est du bon, du mauvais, du nutriment. C'est une bonne, enfin, c'est pour toi, c'est essentiel, ou tu penses qu'on en fait trop sur ce côté métabolisme? Ah, alors le métabolisme, en fait, si on voulait le définir, c'est vraiment l'ensemble des réactions chimiques, physiologiques qui va se passer au niveau d'une cellule. Et effectivement, en fait, quand tu as une maladie comme le diabète ou, de la tension ou du cholestérol, le métabolisme, c'est-à-dire toutes ces réactions chimiques sont altérées, en fait. Et donc c'est, en fonction des différentes, pathologies, le métabolisme va être perturbé. Après, ce qu'on entend, bah, beaucoup sur les réseaux ou dans ce genre où certaines personnes vont parler d'accélération du métabolisme, des choses comme ça. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est simplement l'améliorer, c'est-à-dire continuer à avoir ces réactions physiologiques qui sont bonnes ou plus rapides pour maigrir, perdre du poids, baisser son cholestérol. Mais c'est vrai que oui, peut-être on est voilà, il faut faire attention à pas donner des vertus particulières ou exagérer effectivement à l'alimentation, voilà. Mmh. Parce que le métabolisme avec l'âge, enfin naturellement, il a tendance justement à être moins efficace, Ralenti, moins. tout à fait. Ça, c'est Mmh. vraiment physiologique, en fait. Il est ralenti, ben, par le vieillissement de la cellule, en fait, qui est un peu plus lente, bah, comme ce qu'on va remarquer, le vieillissement de la peau, le vieillissement, voilà, des autres organes et heu, quelqu'un qui va avoir une alimentation de bonne qualité, un métabolisme, voilà, qui va être meilleur. Quelqu'un qui fait du sport régulièrement, un métabolisme qui va être meilleur, bien sûr. Ça marche. Les mots que tu vois le principal, enfin, quand au travers de tes patients, les choses que tu vois, qui sont les plus récurrents, les plus, peut-être, importants, c'est quoi en fait? C'est des problèmes, dus à quoi, et comment on peut y remédier si on commence à avoir les signes? Alors, tu parles de dans quoi alors? Dans Du coup, de manière assez générale, sur les patients que tu reçois, si, que ce soit, voilà, obésité ou autre en fait? Alors, bah, comme je t'ai dit, moi, ça va être surtout, ben, des patients qui ont des problèmes de surpoids ou d'obésité. Donc là, ça va être en fonction des grades de l'obésité. Quelqu'un qui va avoir une obésité morbide, on va quand même être assez, limité au niveau de ce qu'on va pouvoir lui proposer. Donc ça va être alors moi, le mot régime, je déteste, hein, donc on fait surtout pas de régime, pas de restriction alimentaire débile ou ce genre de choses-là. On essaie de réexpliquer, comment remettre un équilibre alimentaire en place, reprendre une activité physique adaptée pour qu'ils aient vraiment, bah, qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour leur permettre d'améliorer effectivement ce métabolisme dont tu parles et perdre du poids. Perdre du poids, mais de façon, on va dire douce, correcte, pas rapide, 10 kilos en un mois, c'est débile, ça ne tient pas en fait, hein, d'accord? Mais remettre des bonnes choses, en place. Ensuite, si avec des mesures nutritionnelles seules, on n'y arrive pas, on a aujourd'hui la chance d'avoir 2 autres choses, ce sont les médicaments. Donc il y a des médicaments qui commencent à alors qui existent depuis un petit moment, mais qu'on a la possibilité maintenant de prescrire dans la prise en charge de l'obésité. C'est les analogues, du GLP-1, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est, des médicaments qui vont agir un petit peu, sur les hormones juste avant l'insuline. Donc qui améliorent effectivement, bah, le métabolisme dont tu parles, la satiété, la faim, ce genre de choses-là et les gens arrivent à perdre du poids. Et sinon, ça va être la chirurgie bariatrique dont je te parlais, donc là où on coupe un morceau d'estomac et on permet de retrouver la sensation de faim, en fait, qu'ils ont perdue. Ils arrivent à moins manger et comme ça, ils perdent du poids. Voilà. Ça, c'est pour les grosses obésités. Après, dans les diabètes de type 2 ou les obésités plus modérées, le fait de remettre un équilibre alimentaire en place qu'avec de l'activité physique, sans régime, alors si tu regardes sur les réseaux, hein, on parle de régime, cétogène, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui, dans le temps, ne tiennent pas, en fait, d'accord? C'est trop restrictif, ça engendre des pulsions alimentaires, ça modifie justement ce métabolisme-là et ça peut être catastrophique dans les répercussions après. D'accord? Donc on n'est pas vraiment gagnant dans le temps avec ces gens-là. Ils sont très contents parce que sur 6 mois, ils vont perdre 20 kilos et en reprendre 20 à 25 par l'effet, yo-yo en fait, par après. Tu conseillerais même pas finalement d'avoir sur des périodes données, des régimes justement de, tu vois, d'arrêter le sucre par exemple pendant, je sais pas, 2 Alors semaines, 3, je sais ouais, pas. ça c'est vraiment donc ça c'est l'esprit un peu, cétogène, hein, donc on enlève tout ce qui est sucre rapide et sucre lent. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que
Le sucre, en fait, on peut le stocker, c'est 400 milligrammes à peu près de glycogène. Donc si tu en manges pas, tu stockes pas et automatiquement, le corps va alors puiser dans ses réserves de graisse. C'est physiologique, en fait et c'est par ce biais-là qu'on s'est dit: «Ben, tiens, le régime cétogène, ça peut perdre du poids». Il y a beaucoup d'effets secondaires à ce régime-là parce que, en fait, dans une alimentation normale, bonne pour la santé, il faut au moins 30 de glucides. C'est automatique pour faire fonctionner justement bien, ben, tout ce qui est cerveau, cœur et cetera et dans le temps, ces régimes-là vont faire que, bah, tu altères un peu les autres organes. Il y a un risque de calculs rénaux, de calcul, de la vésicule biliaire. Tu as une très mauvaise haleine à ce moment-là. Tu es fatigué. En fait, tu as plus de carburant, d'accord? Et ce sont des régimes aussi qui sont finalement très riches en graisse, puisque les gens vont se mettre à manger, ben, du fromage, du beurre, de la viande rouge et ça, pour tout ce qui va être métabolisme du cholestérol, c'est une catastrophe, d'accord? Ouais. Tu dis qu'en fait, le problème, c'est que c'est plutôt le comportement alimentaire qui vient après un régime aussi restrictif que celui-là, quoi, c'est La ça? restriction alimentaire, en tout cas Mmh. en nutrition, on voit les choses comme ça, hein, après du charlatanisme, on va dire, il y en aura, toujours, hein, on va pas se leurrer, des gens qui vont te faire croire que le coup de baguette magique existe, c'est génial, hein, Mmh. mais non. Les répercussions, c'est surtout après. L'effet yo-yo dans ces régimes-là, c'est 100 des cas, en fait, hein, d'accord? La Mmh. restriction alimentaire, quelqu'un qui lutte contre un problème de poids, de base, c'est quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, d'accord? Et qui existe souvent quand tu interroges, les personnes, c'est depuis petit. C'est pas venu à 20 ans, hein, c'est souvent avant, hein et à ce moment-là, le fait de les restreindre de nouveau, le yo-yo, c'est le fait que la cellule de graisse se re-remplisse et se redivise à chaque fois. Donc en fait, tu gagnes à chaque fois que tu perds du poids, tu remontes au poids que tu avais au départ, plus à nouveau 2-3 de cellules graisseuses en plus. C'est pour ça, souvent quand tu interroges, moi c'est souvent des jeunes femmes en fait que je vois, elles me disent: «Bah, mon premier régime, je l'ai fait, j'avais 60 kilos et moi je Mmh. les vois, elles sont à 120 kilos. OK, ça s'est accumulé au fur et à mesure des années. Ça peut être, psychologiquement, c'est compliqué. Dans la nutrition, en fait, ce qu'on a tendance souvent à oublier, c'est pas qu'une histoire de bouffe, en fait, hein. C'est vraiment le côté psychologique, qui est extrêmement important. L'accompagnement, souvent en fait, moi, dans mes consultations, l'aspect psychologique, pour moi, est très, très important. Dans la chirurgie de l'obésité, le psychiatre intervient, très régulièrement et moi, même des patients qui veulent juste perdre du poids mais tenir, l'aspect psychologique, travailler avec des psychologues, des hypnothérapeutes, ce genre de choses-là, fait partie intégrante, en fait, de la prise en charge pour que le bien-être persiste, en fait. D'accord. Et si je t'entends bien, quand même, ce qui est pas vraiment en faute, c'est pas forcément le régime en lui-même, que ça soit même, ça peut être aussi vegan ou autre. C'est plus le comportement qui va se tourner autour de ça et les attentes qu'on peut avoir par rapport à cet outil-là, c'est ça? Ou tu C'est ça. mettrais ouais, C'est d'accord. c'est 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 ça, c'est vraiment, quelquefois on va attendre des vertus magiques, en fait, de l'alimentation. On parlait, de tout ce qui va être, cancer ou maladies neurodégénératives. On fait plein d'études, hein, on essaye de trouver ce qui pourrait sur le plan, alimentaire, aider, prévenir. Alors, la prévention, c'est toujours possible. Une alimentation, saine, c'est une alimentation déjà qui est variée. Il faut pouvoir manger de tout. Les régimes type régime méditerranéen, on les connaît. L'huile d'olive, du poisson, de la viande blanche, beaucoup de légumes, des fruits, des oléagineux. C'est démontré comme diminuant le risque cardiovasculaire, le risque de cancer, et le risque aussi de maladies neurodégénératives. Mais rien ne soigne, ça reste de la prévention. Très certainement peut-être aussi biaisé quelquefois par le côté aussi psychologique. Est-ce que le stress, les angoisses, voilà, n'interviennent pas aussi comme des stress oxydatifs en fait? Quelque chose qui va favoriser aussi les cancers, les infarctus, ce genre de choses-là. Le rôle de l'alimentation en prévention est très important, mais c'est vrai que ça ne soigne pas vraiment dans tout ce qui est cancer et ces choses-là. C'est ça, donc c'est le phénomène, en fait, c'est ce qu'il faut adopter, on va dire de manière générale, ça doit être le quotidien. Mais quand on est dans des situations plus à risque ou justement où on voudrait, on est en surpoids ou autre, le choc dont on a besoin pour d'abord revenir à une situation plus classique, plus tolérable pour le corps, il a besoin d'autre chose, quoi. C'est ça. Hem, mmh, C'est pas que l'alimentation à ce moment-là, c'est vraiment un changement de vie en fait, radical, mais sans restriction.
sans s'affamer, sans frustration, beaucoup de logique, hein. Souvent, je dis aux patients: «Si j'avais une baguette magique, franchement, je vous ferai un petit coup, de hocus pocus, hein». Mais non, c'est pas si simple et ce que tu disais aussi, c'est améliorer sa vie à 40 ans, c'est bien, mais finalement, ce qui est génial, c'est d'en faire profiter toute la famille. Inculquer aussi à nos enfants, hein. Ce qui est beaucoup, en fait, en 2023 et 2024, les aliments, en fait, qu'on montre le plus maintenant du doigt en nutrition, c'est les aliments ultra transformés. Cette nouvelle malbouffe, en fait, qui arrive parce que, on rentre à 20h, on est crevé, hein, c'est bien de prendre un truc qui a déjà été préparé et ça, les études montrent vraiment qu'au niveau risque de cancer, au niveau risque de maladies liées à l'alimentation, notamment ce foie gras et toutes ces choses-là, ces aliments sont vraiment, très néfastes, en fait, hein. Il y a une super appli qui est sortie, ça s'appelle Open Fat Food justement, où tu scannes le code barre des aliments et tu vois, en fait, alors il y a c'est Nova, c'est des grands des associations en fait de médecins, de paramédicaux, d'industriels qui sont mis tous ensemble pour un référentiel. Je sais pas combien de référentiels alimentaires il y a à l'intérieur, mais tu peux scanner quasiment tout ce qui existe et savoir donc la contenance pardon en nutriments, en vitamines, mais également le côté ultra transformé ou pas, donc dangereux pour la santé ou pas. Et ça c'est génial, hein. Tu peux faire tes courses, tu regardes et tu peux ainsi choisir, hein. C'est l'équivalent de Yuka, non? Yuka faisait ça avant, non? Alors Yuka fait ça, Yuka c'est surtout le côté, alors il s'est beaucoup basé aussi sur le Nutri-Score. Le nouveau Nutri-Score va arriver qui sera un petit peu plus ciblé maintenant, hein, ça va être sympa pour bien faire ses courses. Là, c'est plutôt sur le côté ultra transformé. C'est pas que sur les graisses et tout ça, c'est vraiment, énormément les additifs. Tout ce qu'on va rajouter, le sel, ces choses-là qui sont vraiment, catastrophiques sur la santé en fait, hein. Et qui sont quand même 80% de ce qu'on propose, de manière générale quand on va faire ses courses quand même. C'est ça. C'est là où, tu disais, voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer finalement? Être logique déjà à la base, de faire ses courses, régulièrement, de, peut-être cuisiner un petit peu plus, d'anticiper aussi dans ce qu'on va faire. Voilà, ce sera une amélioration pour toute la famille en fait, hein. Ouais, ce qui en tant que tel, c'est quand même pas facile, c'est une discipline, le problème, c'est que j'ai l'impression quand même que la normalité aujourd'hui, même quand on regarde la télé, enfin, ou autre, ou les médias, la normalité, si on suit ça, en fait, c'est d'être, pas en bonne santé quand même, parce que c'est pas des aliments qui sont c'est des aliments qui sont très transformés, donc si on tient son alimentation à majorité là-dessus, on va pas être en bonne santé, donc la norme, c'est plutôt de pas être en en bonne santé, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, alors on va pas être négatif ce matin quand même, mais effectivement, c'est vrai que la société est pas faite pour que, en fait, c'est comme si la société voulait nous faciliter les choses parce que, c'est déjà prêt, tu plus qu'à le mettre au micro-ondes et puis voilà. Mais en même temps, voilà, ça va abîmer, tes cellules, augmenter ton risque de cancer, augmenter ton risque de faire du cholestérol. Donc sur le point, santé, longévité, espérance de vie, on n'est pas bon du tout quoi, effectivement, hein, d'accord? C'est vrai que quand tu te dis que la moitié, de la population est obèse, c'est à cause de ça finalement, hein. Tous les gamins qui vont rentrer à 16-17 heures, alors c'est bien beau de dire: «Oui, faudrait préparer vos petites crêpes, vos petits pancakes». On rentre tous à 19h, 19h30 le soir, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a, une prise de conscience qu'il faut avoir au niveau de la société, est-ce qu'on est allé trop loin déjà? Je sais pas, retourner en arrière, c'est possible, c'est des choix. Je pense que ce sont des choix qui sont très personnels en fait, hein et chacun de nous doit essayer de voir aussi, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux l'anticipation. Pour moi, c'est souvent ce que je dis aux patients, c'est anticiper. Faites votre liste de courses, faites vos menus, préparez déjà un petit peu tout. Tu as vu dans les petits livres de recettes que je fais, c'est rapide, je veux dire, il faut pas avoir inventé l'eau chaude, hein. Je veux dire, voilà, c'est très simple, c'est avec des aliments qu'on a à la maison. C'est pas la peine d'aller chercher l'épice de Tataoué, qui va nous sauver. C'est pas vrai. Très simple, en fait. Vraiment, c'est vraiment simple et logique. Repartir sur base tout basique finalement, très simple, la base et l'anticipation. C'est un mot finalement, quand je vois des mamans, elles me disent: «Oui, vous avez raison, c'est tout bête, je devrais faire les menus à l'avance». La charge mentale est diminuée, le stress quand vous rentrez le soir, on sait déjà ce qu'on va faire à manger.
Donc d'être à 20h, tout le monde est affamé, voilà, on ouvre le frigo, ça va être pain, fromage rapide. Non, non, anticiper. Un peu de batch cooking aussi, peut-être le week-end. Ça, voilà, c'est de changer un peu, être sur du local, manger, des légumes et des fruits de saison. Peut-être que de la papaye au mois de décembre, c'est pas le top, quoi. Mais c'est vrai que voilà, et ça permet, voilà, déjà de faire des économies au niveau temps, au niveau argent, et d'avoir quelque chose de plus sain pour l'ensemble de la famille, en fait, hein. Dans un court instant, on verra quel est le lien entre quantité et qualité de la nourriture absorbée, pourquoi l'heure des prises de repas est importante et comment observer les premiers signaux d'alerte à corriger. À tout de suite. Comment tu vois la relation entre quantité et qualité dans l'alimentation? Tu as l'impression qu'on est, comme on est exposé à beaucoup de nourriture toujours, tout le temps, et de stress, toujours pas mal aussi, Ouais. qu'on mange trop, même en termes de quantité et en termes de fréquence. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, finalement, les quantités, c'est tout bête, hein, mais on a des grammages, en fait, qui ont été, écrits, instaurés. On a des recommandations en nutrition en fonction des âges et des paramètres anthrométriques, donc de l'indice de masse corporelle de chacun, pour maintenir son poids. L'idée, en fait, c'est toujours d'avoir, c'est tout bête, mais d'avoir ces 3 repas par jour et 1 ou 2 collations dans la journée, ça c'est bien. La répartition au niveau des aliments, il faut des légumes impérativement à tous les repas. C'est vraiment une base, en fait, hein. On a tendance aussi à oublier, hein, souvent à manger vite un plat de pâtes. Il y a pas tout ce qu'il faut à l'intérieur. Les produits, protéinés, donc on a cette tendance maintenant, alors, les végétariens, c'est un régime alimentaire qui est, démontré comme étant vraiment, sain sur la santé. Ce sont des personnes qui ont moins de cancers, moins d'infarctus, hein. Les manques de vitamines chez ces personnes-là, il y en a pas beaucoup. Il suffit faire 1 ou 2 prises de sang par an et d'adapter un petit peu. Donc c'est pour ça que la tendance, aujourd'hui, c'est de manger un petit peu moins aussi de produits à base de viande, et d'essayer d'instaurer au moins 2 fois par semaine des protéines dites végétales. C'est un peu, alors c'est pas vraiment du flexitarisme. Le flexitarisme, c'est cette nouvelle façon de manger où on baisse un petit peu les produits à base de viande et de poisson. Mais c'est vrai que même d'un point de vue financier, hein, les légumineuses, tout ce qui va être lentilles, maïs, c'est beaucoup moins cher que de la viande, hein. L'inflation, on parlait, de tout ça tout à l'heure, mais c'est vrai que dans l'alimentation, bien manger, ça peut faire peur. On peut se dire: «Ben, ouais, mais ça va coûter cher, on est 5 à table, ça fait un budget». Voilà, le fait de prévoir, d'anticiper, de se dire: «Bah, tiens, 2 fois par semaine, on va enlever la viande, on va plutôt mettre des fibres, des protéines végétales, pardon», c'est génial. Le poisson, c'est un aliment, en fait, qu'il faut aussi, instaurer au moins 2 fois dans la semaine, très important pour tout ce qui est, acides gras polyinsaturés, oligominéraux. Tu parlais des maladies neurodégénératives, c'est très important dans ce type de maladie-là. On sait qu'on a moins de démence chez les patients qui mangent régulièrement du poisson. Après, il y a poisson et poisson. Moi j'habite en Alsace, voilà, le poisson, voilà, ça va pas être l'aliment du coin, mais c'est vrai que d'anticiper un petit peu quand il y a des promos. Je dis souvent aux patients: «Bah, faites le stock à ce moment-là, congelé, et puis vous le sortez, voilà». Ça, c'est bien, et limiter tout ce qui va être ultra transformé, comme on disait. Ça, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, pour augmenter sa qualité de vie, son bien-être, c'est limiter ces aliments-là, les steaks déjà tout préparés, les reconditionnements, l'excès de sel, les produits, les petits gâteaux industriels, ces choses-là pour nos enfants. Voilà, ça, il faut qu'on s'en méfie. Et dans tout ça, il faut pas oublier l'activité physique. Ça, c'est très important. On parle toujours de l'alimentation, mais le fait de bouger, hein, de prendre de moins en moins les transports en commun, de mettre une activité physique très tôt chez les enfants, hein. On a maintenant, à partir de 3-4 ans, du baby gym, baby basket. Leur montrer, en fait, que ça fait partie de la vie, et pas, voilà, la play, les téléphones et tout ça, ça devient une catastrophe, hein. Moi, je vois des petits gamins qui ont 7-8 ans, qui font déjà 80-90 kilogrammes. C'est pas facile, en fait, hein, voilà, hein, j'ai eu, il y a pas très longtemps, un enfant de 17 ans qui a dû arrêter l'école parce qu'en fait, il était, il était tellement en obésité qu'en fait, il n'arrivait pas à courir derrière le bus le matin, il n'arrivait pas à prendre le bus pour aller à l'école. Il était en retard à chaque fois, et donc il a abandonné, l'école, quoi. Ça va assez loin, ça reste un vrai handicap, hein, donc de leur apprendre très tôt, ça peut être bien. Tu parlais de l'aspect quantité.
L'idée, c'est très simple déjà, éviter de se resservir et peut-être faire que les quantités nécessaires et suffisantes. Souvent, il y a encore des familles qui font, on met les casseroles sur la table. Non, dire c'est tout bête, mais c'est vrai que voilà, on met dans l'assiette et quand c'est fini, c'est terminé, quoi. Voilà. C'est vraiment apprendre aussi, la base déjà à nos enfants, quoi, hein. Parce qu'il y a cet effet, psychologique aussi, et puis, enfin, le fait que son cerveau, nous n'envoie pas forcément tout de suite les signaux de satiété, en fait, on sent pas qu'on en a assez, enfin, il y a un petit temps. Tout à fait. C'est aussi de l'ordre du comportemental, en fait, mais, C'est ça, c'est assez ouais. c'est ça, c'est psy, ça, en fait. C'est vrai que, on est tous un peu pressés finalement, hein, manger. Alors tu as le moment, convivial des repas de fête comme on a connu là où, on est à satiété, mais là c'est le côté plaisir qui prend le dessus et puis c'est sympa, on est à table. Quand on comme on disait tout à l'heure, quand on rentre à 19-20 heures, qu'il faut se dépêcher, manger, faire les devoirs, aller au lit, voilà, le côté, signaux de satiété, ils sont très tardifs, hein. Les enfants sont couchés et souvent tu vas avoir alors, c'est la petite pulsion, le calme, et à ce moment-là, tu as pas faim, mais le petit carré de chocolat, quelque chose va t'attirer et ça effectivement, c'est de l'ordre de l'alimentation émotionnelle, l'alimentation doudou en fait, comme on l'appelle, hein. C'est vraiment, ce petit côté un petit peu plaisir qui prend le dessus et si de base, génétiquement, tu es mal prédisposé, c'est ce qui va aussi faire prendre, du poids. C'est, le métabolisme en fait du poids se fait surtout pendant la nuit et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que, généralement les patients qui vont avoir du grignotage nocturne ou les patients qui travaillent en posté, tout simplement, qui mangent la nuit, sont plus prédisposés en fait à prendre du poids. Parce qu'on était censé dormir, utiliser son énergie à ce moment-là et là, on rentre plutôt en mode, stockage pendant la nuit. Donc ça fait aussi prendre du poids. Et ça perturbe aussi, tu disais, les éléments de satiété. À partir du moment où on respecte pas forcément le rythme circadien de l'alimentation, ces signaux-là sont aussi perturbés. C'est plus compliqué à ce moment-là de se dire: «J'ai faim, j'ai pas faim, moi j'ai envie», quoi. C'est pas pareil. Et là, on est en mode stockage, on prend du poids à ce moment-là. C'est aussi l'une des vertus de manger, ensemble, en fait, et pas juste manger soi-même. C'est ça, C'est la préparation, le fait de manger, tu parles, donc tu espaces un peu plus, tu mastiques mieux, c'est tu ça. attends, il y a un peu plus de temps entre le moment où et puis tu comp du coup, tu as plus de chances de te dire: «OK, j'en ai eu assez», Tout plutôt à que si fait. tu t'avales le truc, d'un coup. Vite fait et voilà et ton cerveau, il a pas le temps de dire à ton estomac: «Ouais cool, c'est bon, on a assez mangé là, tu peux t'arrêter». Ouais, c'est en fait, c'est ça que les analogues du GLP-1 essayent de reproduire. Ces médicaments-là, en fait, on s'est rendu compte que chez des patients en surpoids ou en obésité, ils avaient une altération de ces hormones-là. C'est-à-dire qu'en fait, le signal de satiété arrive trop tard. Ils ont déjà mangé 2 fois ce qu'ils auraient dû manger et avec ces traitements-là, on rétablit ce signal de satiété, très tôt et en fait, s'ils l'écoutent, parce qu'ils sont pas obligés de l'écouter finalement, un signal de satiété, si tu l'écoutes pas, tu peux manger, hein. À ce moment-là, ça les aide à descendre au niveau du poids et à retrouver des quantités normales. Ces médicaments-là, c'est pas des médicaments, on les appelle coupe-faim, non, c'est pas ça du tout, hein, ils sont pas magiques du tout. Ils rétablissent juste ce niveau de satiété et c'est ça qui est intéressant dans ces traitements, en fait, hein. Après une sleeve ou un bypass aussi, alors là, on parle d'obésité, massive, mais c'est quand même ces gens-là qui sont les plus perturbés de ce côté-là. Le fait de couper l'estomac, on limite de nouveau cette sécrétion, hormonale excessive et ils ont de nouveau les signaux de satiété très précoces. Mais c'est là où c'est vicieux parce que le cerveau reprend le dessus au bout d'un moment et ça peut de nouveau s'altérer. Donc c'est vraiment un combat en fait, quotidien où tu dois essayer de les retrouver ces signaux et les écouter en fait, hein. On peut ne pas les écouter et à ce moment-là, tu prends du poids, hein. Ouais, c'est quand même assez puissant. Moi, je le note même des fois, je me réveille le soir, j'ai raté un cycle, tu vois? Parce que je et je me réveille après avoir, «somnolé» entre guillemets et du coup, tu sais, c'est le moment où tu arrives plus à te rendormir et tu as un là, je ressens vraiment des signaux forts de: «J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim». Parce qu'il Q faut ouais, voilà et c'est pas un brocoli, qui te donne envie, hein. D'accord, voilà, ouais, ouais. mais j'ai remarqué d'ailleurs que dans ces moments-là, quand je bois de l'eau, je ça calme Bien sûr, le ce fait de truc. remplir l'estomac, effectivement, la dilatation gastrique, si tu l'écoutes bien, elle t'amène à satiété et après, c'est ce qu'on disait, c'est ce côté émotionnel. Quand l'alimentation émotionnelle prend le dessus, c'est comme une cigarette, en fait, c'est de l'ordre de l'addiction et à ce moment-là, tu peux boire autant de litres d'eau que tu veux, tu n'y arrives pas et ça donne ce qu'on appelle tout ce qui va être hyperphagie, boulimique, ce genre de choses-là où tu vas essayer de trouver des parades
je vais manger une pomme, un yaourt, jusqu'à ce que finalement, tu te tapes le paquet, de BN, qui traînait. Donc vaut mieux se dire tout de suite: je vais me prendre mon petit BN, je vais essayer de le savourer à ce moment-là et pas passer par ces étapes-là où on se ment, en fait, hein. C'est c'est ce côté émotionnel de l'alimentation qui peut être, là, qui est induit vraiment par notre société. C'est vraiment, le stress, la fatigue, les angoisses nocturnes notamment qu'on peut avoir, hein, ou, l'alimentation un peu récompense aussi, hein, bon j'ai le droit, hein, j'ai bossé toute la journée, voilà. Et après c'est un cercle vicieux qui s'installe et c'est compliqué de s'en sortir, en fait, hein. Dans la relation entre alimentation justement et sommeil, tu recommandes, c'est quoi l'espacement entre le dernier repas et le moment où on se couche, idéal pour, Alors, le mieux, c'est toujours de dîner avant 20h, mais ça, c'est facile à dire, ça va dépendre de nos horaires. Donc, l'idée, c'est, s'il est plus de 20h, d'être plutôt sur un repas, plus léger. C'est-à-dire vraiment, qui comporte un petit peu, toujours un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de protéines, mais pas en excès. Et limiter vraiment le sucre rapide le soir. Ça, c'est important. Les pics de glycémie juste avant d'aller au lit, les apports de fructose, que ce soit du fruit, une sucrerie ou des choses comme ça peut perturber et faire qu'on va faire plus de triglycérides, donc de cholestérol pendant la nuit. Donc ça, voilà, ça peut être bien. Et ce qu'on disait dans les travaux postés, par exemple, c'est bien quand même d'avoir une petite collation pendant la nuit, justement pour, rester éveillé, tricher un peu avec ce côté-là et voilà, rechanger un peu dans la journée. Mais le mieux, c'est ça, parce que comme je te disais, c'est vraiment la nuit en sommeil paradoxal. C'est pendant ce sommeil-là, en fait, que le métabolisme est bon pour éliminer tout ce qui va être mauvais cholestérol, le sucre en excès. Et quelqu'un, par exemple, qui fait de l'apnée du sommeil, c'est ça la poule ou l'œuf, c'est-à-dire que la personne qui est obèse va faire de l'apnée du sommeil. Donc en fait, il a pas un sommeil paradoxal, il y rentre pas ou il en a pas assez, et donc ça l'empêche de perdre du poids. Et donc c'est ce cercle vicieux. Donc en plus, il est fatigué, la journée parce qu'il a pas bien dormi et il a faim. Et donc voilà, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'installe, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est, c'est assez pervers. Oui, c'est ça. Hem, tu parlais aussi, ça m'a intéressé quand tu parlais des produits, comment dire? Des processés, non, industrialisés, Oui, dans les patrons transformés, ouais. transformés, voilà, c'était le mot. Et est-ce qu'il y a des aliments comme ça qui sont, peu soupçonnés qu'ils sont, à haute teneur industrialisés et transformés, que les parce que bon, j'imagine les trucs faits à micro-ondes, tout prêt, ça, on se dit que c'est pas très bon. Mais est-ce qu'il y a des choses que les gens soupçonnent peut-être pas, qui sont pas bons pour eux? Alors, tout ce qui va être, cuisiné, de base, il faut pour que ça se maintienne, en fait, dans le temps, c'est des procédés industriels tout bêtes, hein, mais ça va être des excès de sel automatiquement à l'intérieur et des additifs pour que ça tienne, dans le temps. En fait, voilà. Donc par exemple, là, il y a une étude qui était sortie sur, l'alimentation des végétariens et en fait, c'est une des et des véganes même, mais surtout les végétariens, c'est une des populations qui consomment le plus de produits ultra transformés. Parce qu'en fait, ils vont prendre des steaks végétariens ou des pâtés, végétariens et ça, c'est de l'ultra transformé pur. Par contre, on s'est dit: «Mais comment c'est possible que ces gens-là, finalement, aient quand même moins de cancer et de choses comme ça?» puisque on a dit voilà. Et à côté, en fait, ce sont les gens qui vont également, consommer le plus de produits frais, des vrais légumes de saison et ces choses comme ça. Donc on a l'impression, finalement, il y a quand même un espèce d'équilibre entre quelqu'un qui va manger de l'ultra transformé, mais quand même beaucoup de produits sains, finalement ça se passe bien. Et d'autres personnes qui vont plutôt être, les personnes qui sont, pressées, pas le temps, voilà, moi les légumes je sais pas faire, je prends mon petit plat, déjà tout fait, hein, et qui à côté vont rien mettre d'autre et c'est là en fait que c'est la catastrophe. Comme s'il y avait en fait quand même un équilibre entre les 2. Et tu vois, c'est assez paradoxal de dire que, c'est les personnes végétariennes qui vont manger beaucoup de produits ultra transformés en fait, hein. Ouais, parce qu'on s'imagine pas, parce que oui, on a du mal à lier les causes et les effets forcément. Tout à fait. On prend des aliments, qui vont être dits bio, mais voilà, un steak de soja, bio, c'est de l'ultra transformé quand même en fait, hein. D'accord? Donc voilà et c'est ça que tu disais, oui, c'est assez paradoxal effectivement. Mais comme à côté, il y aura le petit poireau, nature et puis, la petite tomate nature, ça se passe bien. Et quelqu'un qui va faire que de l'ultra transformé, les petits biscuits industriels, ces choses-là, on a beaucoup de marques, qui sont bio en fait, hein, mais qui font de l'ultra transformé quand même. C'est pour ça que cette appli-là, je trouve qu'elle est assez, elle est assez sympa et effectivement, même sur les céréales du matin, on va se dire: «Bah non, c'est bio, c'est génial» et puis ça va être une catastrophe finalement, hein. Et sur les aliments eux-mêmes, il y a aussi des choses, qu'il faut éviter. Tu vois, on parle du lait, lactose, le soja, justement les céréales, le gluten, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que
qui peuvent aussi être du coup plus naturels, vraiment pas même pas sous emballage, parce qu'en général, ce qui est transformé, c'est sous emballage, mais C'est ça, oui. est-ce qu'il y a Ouais. aussi dans les aliments non emballés des choses aussi où il faut faire attention? Alors, tout ce qui va être, régime sans, déjà sans quelque chose, il y a déjà un problème de restriction à ce moment-là. Par exemple, tu parlais, du lactose, des produits sans lactose, ce genre de choses-là. Mmh. Si tu n'as pas une vraie allergie aux protéines de lait de vache, le sans lactose, n'est pas recommandé, en fait. Tu as, l'inverse, en fait, dans tous ces régimes-là, le côté, en fait, carence nutritionnelle, carence vitaminique qui peuvent, arriver. J'ai des parents quelquefois qui, sont véganes, en fait, hein, donc les véganes, c'est le végétarien mais qui mange pas de produits, laitiers, pas d'œufs, rien du tout et qui, dans les premiers jours de vie de l'enfant, vont lui donner du lait de soja ou un autre lait de substitution. Ça, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout ce qui va être calcium, vitamine D, ça va manquer. Donc ça, ces régimes-là, il faut s'en méfier. Dans le gluten aussi, le régime sans gluten, c'était la grande mode là, il y a quelque temps, hein. Si tu as pas vraiment une allergie, au gluten, une maladie cœliaque comme on l'appelle, heu, ça peut être vraiment, hem, déjà c'est inutile, ça n'aide pas, il y a pas de vertu non plus, particulière et ça peut être même, dangereux parce que, voilà, quelqu'un qui va manger, du riz ou des pommes de terre tout le temps ou plein d'aliments ultra transformés puisque sans gluten, souvent ça peut être, voilà, des aliments qui ont été aussi, par des procédés industriels, de nouveau ultra transformés. C'est pas le top non plus. Tous ces régimes-là, en fait, il faut vraiment les adapter si la pathologie sous-jacente est présente, sinon ça peut être dangereux même et à nouveau de l'ordre de la restriction. Manger sans gluten ou sans lactose, c'est pas simple en fait, hein. Souvent, Mmh. j'ai en souvenir un monsieur qui m'a dit: «Oui, mais moi le sans lactose, ça m'a sauvé. J'ai perdu 20 kilogrammes, c'est génial, j'ai plus mal nulle part». Oui, je lui ai dit: «Mais c'est pas le sans lactose, c'est le fait d'avoir enlevé 2 camemberts et un Munster tous les jours qui vous a fait perdre du poids, c'est pas le sans lactose». Donc après voilà, il faut remettre un petit peu aussi, voilà, les choses dans le contexte. Ouais, le sans quelque chose, il faut que ce soit, voilà, prescrit. C'est-à-dire j'ai une pathologie sous-jacente, elle a été démontrée, à ce moment-là, il faut que je l'enlève parce que je suis allergique. Mais sinon effectivement, voilà, se méfier un peu de ces régimes, voilà, qui peuvent être néfastes, hein. Dans des proportions quand même, bien déterminées, parce que tu parlais du gluten, si je comprends bien dans ton livre, tu parles des proportions, c'est 25 le gluten, c'est pas enfin, parce qu'on mange par exemple en France énormément de pain, moi je mange que ça et enfin je mangeais que ça maintenant parce que je me je me contrôle, mais c'est faut Parce que ouais. c'est la facilité, en fait. Mmh. C'est le rapide, c'est pain fromage, comme on disait, c'est les pâtes, voilà. C'est parce que notre société fait que, le repas certes doit être convivial, mais c'est plus finalement l'élément principal. Ça doit être rapide, en fait, hein et c'est là où il faut qu'on essaye de regérer l'intérieur et de se dire: «Ben, voilà, on va faire très simple. On peut manger des pâtes, du riz, mais si j'ai des pâtes, du riz, alors je mange pas de pain parce que c'est la même famille». Finalement, c'est aussi tout bête de se mettre des petites règles comme ça, logiques, quoi. Est-ce que, est-ce qu'il y a dans le diagnostic, il y a des choses qu'il faut regarder aussi, des signaux qui peuvent nous permettre de nous dire, «Bon là je suis sur une bonne trajectoire» ou là pas forcément? Parce que l'obésité, on a tendance à dire que c'est bon, bah, c'est de la masse corporelle, donc voilà, si tu es gros ou gras ou il y a des trucs à faire, mais j'ai le sentiment que puis je lis aussi pas mal d'études qui montrent que pas forcément, enfin il peut y avoir des personnes qui est maigre, mais qui peut avoir du diabète, ou autre et comment tu qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes de regarder en priorité? Alors ça va passer j'imagine par une visite chez le médecin, mais quels sont les signaux auxquels il faut faire attention pour se dire: «Voilà, il y a peut-être un truc à faire pour, ajuster les choses»? Alors, c'est vrai que là, tu parles je pense en fait, de l'excès d'utilisation de l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, en hem, ce qu'on essaie de démontrer, moi, souvent, je l'explique aux patients, il y a pas que l'IMC qui compte. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est un IMC à 27, c'est-à-dire qu'on est dans une case, surpoids, qu'on l'est finalement réellement. La répartition graisse-muscle est extrêmement, extrêmement importante. Moi, pendant mes consultations, j'ai ce qu'on appelle un impédance-mètre. C'est ce qui permet, en fait, de, calculer sur une balance la répartition de chacun en masse musculaire et en masse, graisseuse et c'est souvent presque plus important que le poids, lui-même. J'ai,
Certains patients vont, faire des activités physiques plutôt, de la de la muscu, pas trop d'endurance, plutôt ce genre de choses-là et donc ils vont avoir une masse, musculaire qui est plus importante que leur masse graisseuse. Donc en fait, avec les astuces et les conseils alimentaires que je vais leur donner, on va réussir à baisser en masse grasse, mais en fait, ils vont augmenter leur masse musculaire. Donc en fait, sur la balance, finalement, bah, ils perdent pas de poids, mais ils vont perdre ce que dont je te parlais au départ, c'est ce tour de taille. Finalement, s'il y a un élément qu'il faut retenir, c'est le tour de taille. Lui, en fait, il ne ment pas, entre guillemets. C'est-à-dire que si on a un tour de taille, chez la femme, c'est 88 centimètres la norme, et chez l'homme, c'est 102. Si tu es au-dessus, automatiquement, c'est un marqueur qu'il y a trop de graisse au niveau des organes. Ça, c'est déjà un des éléments qu'il faut regarder. Pas que l'IMC. L'IMC seul, comme moi et la plupart des nutritionnistes avec lesquels je travaille, voilà, c'est pas l'élément principal. Et souvent, ça rassure aussi les patients en se disant, ben, mince, j'ai pas perdu 1 gramme sur la balance. J'ai perdu, par contre 5 centimètres de tour de taille. Et là, on améliore son côté, meilleure santé, taux de graisse, taux de sucre et tout ça. Le tour de taille, en fait, le taux de sucre dans le sang est relié au tour de taille. Ça, on le sait. Le risque de faire de l'hypertension, le risque de faire de l'apnée du sommeil est lié au tour de taille. Ce qu'on appelle en fait le syndrome métabolique, c'est cette graisse abdominale en fait, hein, d'accord? Donc ça peut être un élément. Et après effectivement, ben, chez le médecin, en fait, ce qui va ressortir lors d'un interrogatoire, c'est la prédisposition génétique dont on parlait. Si papa, maman avaient du diabète, ben, tu as peut-être plus de risques de faire un diabète, même si tu n'as pas de problème de poids, d'accord? Donc à ce moment-là, l'alimentation doit être adaptée, pas pour perdre du poids, mais pour perdre de la masse, grasse. Et souvent, alors c'est très rigolo, on entend: «Ouais, mais le muscle pèse plus que la graisse». Mais non, 1 kilo de plume, d'eau, tout ça pèse toujours 1 kilo, quoi, d'accord? Mais effectivement, le muscle prend moins de place. C'est plus ferme, en fait et donc ça prend moins de place, donc ça te diminue tes paramètres, ton tour de taille, et tout ça. Voilà. Ça peut être des critères et après la prise de sang, celle-ci, elle ment pas. Ton cholestérol, faire la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Là aussi, on est de plus en plus sensible à ça, c'est-à-dire qu'on va pas traiter bêtement un chiffre. Si quelqu'un a un bon cholestérol très élevé, un mauvais cholestérol un peu limite, mais aucun facteur de risque, on joue peut-être plutôt le côté prévention. En nutrition, on essaye ça en fait, hein. On va lui montrer quels aliments vont lui permettre de maintenir son bon cholestérol élevé et de baisser, le mauvais, cholestérol. C'est ces signaux-là en fait qui vont orienter pour, améliorer sa santé finalement, hein. OK, à quelle fréquence tu conseillerais des prises de sang, toi? Alors ça va dépendre, en fait, ce qui est pas mal, tu parlais de 40 ans, ça peut être bien, hein, 40 ans, on va aller voir le docteur et dire: «Écoutez, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de prise de sang», de faire un état des lieux, en fait, hein, d'accord? De se repeser, de regarder son tour de taille, de se le faire mesurer, en fait, de façon, optimale et ça nous permet déjà de savoir, bah, tiens, je suis en bonne santé ou ça, c'est des petits paramètres que je peux améliorer et là, toujours avec l'esprit, pas de restriction, pas de frustration, c'est vraiment de l'ordre du conseil et voilà, ça peut être bien et après la fréquence, bah, ça va être s'il y a pas de souci particulier, tous les 4-5 ans, ça suffit, hein. Par contre, s'il y a quelque chose qui est mis en évidence, voilà, le surveiller jusqu'à ce que ça rentre dans les clous, par exemple, ça peut être bien. D'accord, donc ouais, uniquement, voilà, OK, OK. Prise tour de taille, c'est avec un mètre, de couture typiquement, que C'est tu ça, achètes? OK, c'est ça ça, marche. tout à fait. Il faut bien le prendre, hein, parce que tu as le tour de couturière, tu as le tour médical, donc tu as des normes par rapport, au nombril, voilà, c'est un tour de taille qui est vraiment, bien particulier qu'il faut prendre. C'est pas le point proéminent, du nombril, hein, c'est un petit peu en dessous, en fait, hein. Il y a des tutos YouTube là-dessus ou? Aucune idée. Écoute, tu peux en faire un si tu veux, je ne sais pas, hein, voilà. Ce qui est bien, c'est de prendre à peu près 2 travers de doigts en dessous du nombril et là, c'est vraiment le tour de taille qui est médical, en fait, hein. D'accord, d'accord. OK. Bah, non, mais c'est cool, écoute, c'était, ça m'a pas mal éclairé sur pas mal de sujets et je pense les gens aussi qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas évoquées, qui sont importants dans, voilà, le bien-être, hein, tu connais l'audience, hein, c'est des investisseurs, qui ont une vie occupée à côté, mais qui, veulent J'imagine. aussi qui veulent Ouais. aussi quand même, prendre soin d'eux et vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois régulièrement ou des astuces, des trucs? Bah, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, l'alimentation doit rester un plaisir. Ça, c'est vraiment, hyper important. L'alimentation, convivialité, c'est important également, mais qu'après il faut rester, logique.
C'est vraiment le terme, je pense qu'il faut se dire, avoir une alimentation qui est variée, manger de tout en quantité raisonnable, garder une activité physique régulière. Souvent, on est pris par le temps. Ah ben non, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, voilà. Se dire, bah non, je m'impose. C'est 1 à 2 heures par semaine, c'est pas grand-chose, effectivement, réparti comme on le peut, mais ça, c'est important. Et pas de ne pas de rechercher de magie dans l'alimentation. Ça aussi, c'est important. Se dire, ben, je vais garder mon objectif d'être en bonne santé en mangeant, voilà, de tout, des fibres, des légumes, du poisson, comme je disais. Limiter les aliments ultra transformés. Ça, c'est vraiment ce qui va arriver maintenant. Dans les prochaines études, c'est là-dessus qu'on va essayer de beaucoup, beaucoup travailler. Et en fait, d'anticiper, de voir que, tiens, j'ai pris du poids, tout de suite, voilà, se dire, bah, qu'est-ce que je fais comme erreur? Je me recadre, comme ça, je me frustre pas, en fait, hein. C'est surtout ça. Voilà. Et se faire plaisir. Ça, souvent, je le dis aux patients, hein, n'oubliez pas quand même que sans plaisir, en fait, l'alimentation n'a pas d'intérêt. D'accord, hein? Voilà. Ouais, trouver du plaisir dans quelque chose de sain. C'est C'est, ça. Être logique, regarder mes livres de recettes, regarder ma page Instagram, s'inspirer d'avoir des bonnes idées, voilà. Et, euh, et éduquer nos enfants. Je pense que ça aussi, hein, beaucoup des investisseurs de ton audimat, c'est des gens de notre âge, en fait, et de montrer, voilà, à nos enfants, voilà, qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger sainement, qu'il faut réapprendre peut-être à cuisiner un petit peu, et pas à rester, voilà, devant les écrans, bouger, sortir, et puis se bouger, quoi, surtout, ouais. excellent. Et ben merci beaucoup pour ça, Catherine. T'as parlé des références, on les mettra dans les notes de l'épisode, parce que tu es auteur de livres culinaires également. Ça marche. J'ai beaucoup aimé ta recette, notamment donc la tarte végétarienne que j'ai mangée hier, qui était Ah, délicieuse. ah bah c'est bien. C'est ça. Nickel. Et assez facile en fait, hein, Oui, à faire. oui, oui, oui. J'atteste. Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est cool. Et puis bah on n'en a pas parlé là, mais on en parlera sur un prochain numéro sûrement, de ton parcours dans l'immobilier aussi, parce que tu es là-dedans aussi. Tu veux. En tout cas, bah merci beaucoup. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Paco. Merci beaucoup à toi. Salut Catherine, ciao. Salut.